Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 164, 164, à l'Odyssée, il n'y a pas de tartre. De nouveau, nous sommes en duo avec mon ami et membre de l'équipe de l'Odyssée, Dominique Young. Cher Dominique, bonjour. Bonjour. Le film qui est l'objet du sujet de notre conversation, de notre analyse en duo plutôt, eh bien, s'appelle The Housemaid de Im Sang-soo. Il date de 2010, c'est un film de Corée du Sud et c'est un film vraiment remarquable. Alors, deux mots pour le pitch. Une jeune fille pauvre est recrutée comme domestique et bonne d'enfant, en quelque sorte, dans une famille sud-coréenne très très riche. Et évidemment, toute une série de malheurs vont advenir et qui vont être même fatales pour cette malheureuse. Et je te donne tout de suite pour commencer la parole, cher Dominique. Alors, excuse-moi juste, Dominique Young. Young, je ne savais pas que c'était d'origine coréenne, puisque The Housemaid est non pas le remake, mais s'inspire d'un film célèbre qui s'appelle La Servante, qui a été réalisé par Kim Ki-young, justement, en 1960. À toi la parole. Il y a effectivement en Corée des patronymes qui s'écrivent Jung, J-U-N-G, comme le jeune en allemand. Alsace, Alsace, c'est Corée, même combat. Voilà. Bon, cette parenthèse étant fermée, je pense qu'on peut partir de la différence entre les deux films, puisque celui dont nous parlons de 2010, c'est une réinterprétation 50 ans après. Ouais. La différence, c'est que le premier était en noir et blanc, le deuxième est en couleur. Et dans le deuxième film, je trouve qu'il tire beaucoup parti de la couleur. Je trouve que c'est très important dans les décors. Les décors sont extrêmement soignés. Ça se déroule pour beaucoup dans une maison superbe des riches entrepreneurs de Corée qui ont réussi, qui ont fait fortune et qui sont à la tête des conglomérats qui ont fait la fortune économique de la Corée. Donc on est dans un milieu richissime, même pas bourgeois riche, mais vraiment richissime. L'argent coule à flot, et c'est d'ailleurs un des éléments du film, puisque à un moment donné il y a un avortement, la femme légitime veut effacer l'avortement de sa servante, de sa gouvernante. Engrossée par son mari. Engrossée par son mari, en lui versant un chèque. Donc ça, c'est un peu l'élément basculant dans le film. Il y a avant le fait que la servante soit enceinte, et la deuxième partie après. Moi, j'ai trouvé que c'est un film plus intéressant. Enfin, j'ai préféré à la première version. La première version, je l'ai trouvé extrêmement noire. Un peu une espèce un mélange entre le mélodrame et le fantastique, le film d'horreur. J'ai pas beaucoup accroché. J'ai trouvé ça une belle réalisation en termes formels, mais en tant que spectateur, j'ai pas vraiment adhéré, parce que le personnage de la servante dans le premier film finalement est très démoniaque, et elle fait tout capoter. Alors que dans le deuxième film, on a quelque chose qui est plus logique dans la trame historique, puisque c'est assez banalement le riche patron, qui est le maître de maison, considère que sa servante doit être aussi sa servante en termes sexuels, et donc il vient la draguer. Le droit de cuissage, il vient la draguer dans sa petite chambre dans la nuit, et le film démarre à partir de là. Les personnages sont très intéressants. Je trouve que la servante, puis c'est comme ça qu'elle est dénommée, je la trouve finement analysée, puisqu'au départ elle ne demande rien, elle fait son travail, elle est embauchée là-dedans, elle s'occupe des enfants, du ménage, elle fait ça tout à fait professionnellement, et c'est parce que le patron exerce le droit de cuissage que le film s'emballe. Il y a aussi un personnage très intéressant, c'est la gouvernante. On a dit que c'est une famille richissime, donc il y a
deuxième employé de maison qui est là depuis longtemps, qui connaît tous les secrets de la famille et qui au départ est soit indifférente, soit même hostile à la jeune fille qui vient s'occuper des enfants. Et au fur et à mesure que l'intrigue se développe, elle modifie son positionnement dans la famille. Elle n'est plus la gouvernante docile et soumise, mais elle se rend compte justement de toutes les avanies qu'il y a dans cette famille. Elle s'en désolidarise et elle prend le parti de la jeune fille au père, qui est une façon de montrer que dans ces rapports de force, il est bon d'avoir une alliée, hein, puisque tout le drame de cette jeune fille, c'est d'arriver dans une famille où elle est là de manière absolument soumise par la différence de niveau hiérarchique, et elle trouve tout d'un coup une alliée dans cette dame beaucoup plus âgée qu'elle, qui pourrait être sa mère, et qui la soutient moralement et psychologiquement. Donc ça, j'ai trouvé qu'il y a comme ça plusieurs registres qui sont intéressants. Dans le cadre de l'autre côté, du côté de l'employeuse, on a parlé de l'homme qui exerce son droit de cuissage, et la femme, mais c'est une femme qui ne s'occupe que de fanfreluche et de frivolité, et qui pense que l'argent lui est dû. Et elle a une relation très particulière avec sa mère à elle, donc la belle-mère du patron, et la belle-mère essaie de prendre le pas sur sa fille et de lui dire ce qu'elle doit faire. Donc là, on est aussi dans quelque chose qui est très lié à la société coréenne, à savoir une espèce de, je dirais pas de soumission, mais de révérence des plus jeunes face aux aînés. Que tout est fondé sur des rapports de domination. Les rapports de domination, et l'âge est un élément de domination, au même titre que la fortune peut être aussi un élément de domination. Ben, je te remercie. Moi, je voudrais juste dire que bon, je te laisse le soin de... Moi, j'ai bien aimé La Servante, et donc j'en déduis que je ne ferai pas avec toi la suggestion pour La Servante, mais on aura beaucoup d'autres occasions encore, cher Dominique. Im Sang-soo, ou Soo, je ne sais pas comment il faut prononcer, je m'en excuse, c'est un grand réalisateur. Il est connu pour avoir fait Une femme coréenne, The President Last Bang, et d'autres films encore. Ce film, The Housemaid, est son 6e long métrage. Et c'est vrai que ce film n'est pas un remake au sens d'une translation quasi à l'identique du film de Kim Ki-young, La Servante, mais c'est une interprétation à sa manière, avec d'autres formes, d'autres chemins de récit narratif, mais un même état d'esprit, si l'on veut. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le film commence par un épisode qui ne s'inscrit pas dans l'histoire qui va nous préoccuper, puisque ça commence par un suicide d'une jeune femme qui se jette du haut d'un bâtiment. Et donc, ça a plutôt une valeur de métaphore de l'état de la société sud-coréenne, où les gens sont sous tension, désespérés, et donc ont une propension à pouvoir se suicider quand la tension est trop forte et qu'ils craquent. Mais évidemment, c'est une introduction qui annonce c'est prémonitoire. Voilà, c'est prémonitoire, c'est annonciateur et prémonitoire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce film, il y a évidemment une volonté de la part de Im Sang-soo de faire une parodie critique, mais extraordinairement critique, cruellement critique, de la cruauté de cette société. Le film, l'essentiel, à part le final qui est extraordinaire et qui lui est hors les murs, enfin dans un intérieur à l'extérieur, qui
Il y a des tapis, des fauteuils, mais il n'y a pas les murs. Voilà, on est en plein air. C'est dans un huis clos que se déroule l'action de ce film. Et ce huis clos, c'est une demeure d'un richissime, comme tu l'as dit, avec une entrée qui est extraordinairement vaste et un escalier monumental qui lui-même va devenir un des paramètres de l'action, puisque à 2 reprises et de manière tragique croissante en quelque sorte. La première fois, ce sera un accident, une chute, et la deuxième fois, ce sera un suicide par pendaison. Dans cette demeure richissime, eh bien, il y a en quelque sorte la description d'une lutte des classes entre un bourgeois très riche qui joue du Beethoven sur un piano de luxe, Steinway probablement, et qui joue de façon virtuose, qui écoute des airs de la Calas avec son épouse. Sans arrêt, ils boivent du vin rouge, français, j'espère. Bref, c'est l'occasion de nous montrer tous les ornements, si vous voulez, de l'appartenance, et je souligne le mot appartenance, à une classe d'élite de leur part. Et puis en face, il y a les esclaves, entre guillemets, parce que je fais allusion à la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel, avec 2 visages, la gouvernante que tu as évoquée, qui va finir par, après avoir considéré comme une rivale, et vu son âge, elle n'est plus en mesure d'être l'objet des convoitises sexuelles du maître, pense-t-elle. Après, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Une très très bonne actrice d'ailleurs qui joue la gouvernante, et la jeune naïve, et qui va devenir un souffre-douleur de l'exercice du pouvoir de quelqu'un qui se pense au-dessus des autres. Et elle fait son travail de bonne d'enfant avec beaucoup de tendresse vis-à-vis de cette jeune fille de 11 ans, qui sera traumatisée d'ailleurs à la fin du film. C'est la fille des riches, quoi. Des riches, voilà, Voilà. exactement. Et donc, lui, du moment qu'il a une envie, ben, il se sert. Alors au départ, la jeune servante est heureuse, et puis après, elle ne se rend pas compte qu'elle est en fait aspirée dans la spirale, et il y a toujours cette verticalité qui joue, hiérarchie sociale, hiérarchie architecturale du lieu, qui va l'aspirer dans les profondeurs d'un enfer absolument insupportable, et dans lequel elle finira par brûler et disparaître. Ça, c'est un film d'une lucidité critique qui est absolument extraordinaire. Il veut absolument déranger, un peu comme le réalisateur de Parasite l'a fait avec Parasite, qui est aussi un autre film, mais plus récent, qui a eu la Palme d'Or à Cannes en 2019. Et de ce point de vue-là, il me semble que c'est un univers impitoyable qu'il continuera en 2012 avec L'ivresse de l'argent, Im Sang-soo, à continuer d'explorer, voilà, par son film. Voilà pour l'instant ce que moi j'ai à dire. À toi, Dominique. Bon, juste peut-être pour conclure, je rejoins ton idée de la satire de la société, et ce qui est assez remarquable dans la façon de réaliser le film, c'est que le film est dans un huis clos pratiquement, hein. Tout se passe dans la maison, et la société, enfin les inégalités considérables de la société coréenne sont montrées de l'intérieur à partir d'un univers familial, alors que la vie coréenne urbaine et de Séoul, qui est une mégapole, Grouille de personnes, mais apparaît très peu. Il y a quelques scènes sur une mobilette, voilà, au début, et puis à la fin sur une mobilette où on voit quelques plans tournés en extérieur. Donc on n'est pas du tout dans un drame social en termes de décor. Par contre, on l'est profondément en termes psychologiques. Et de cruauté même, on pourrait dire, humaine, qui s'exerce dans cette hiérarchisation. Et une cruauté qui s'exerce indépendamment
de la culture, puisque le paradoxe est justement que le maître de maison, qui est en fait un type assez falot en tant qu'individu, qui a peu de personnalité, et son seul vrai talent finalement c'est de jouer très bien du piano, mais il n'y a aucune corrélation entre son sens artistique et sa grande froideur humaine. Et son intérêt, c'est de gagner beaucoup d'argent, ce qui fait que pour sa femme, qui se fait les ongles, qui se pomponne, s'asperge de toute une série de produits cosmétiques, qui sont autant de signes et d'indices de son appartenance à ce milieu social de l'élite dirigeante. Voilà. Et c'est un film d'une grande, grande lucidité qui nous expose toute la cruauté dont l'être humain est capable. Je te laisse conclure, cher Dominique. Peut-être la métaphore de l'escalier, effectivement, oui. C'est à la fois l'ascension et la chute. Voilà. La vie et la mort, en quelque sorte. Merci beaucoup, Dominique. À très bientôt pour une prochaine suggestion. Au revoir.